S'il n'y a pas de public, je pense que tu peux fermer la porte. Hein. En fait, non. Qu'il puisse entrer. Stéphane, il faut qu'il puisse rentrer quand même. Donc, il faut au moins laisse le volet ouvert pour que on voit quelqu'un, on puisse ouvrir. Bien, je crois qu'il est 18h, donc on va commencer. Bienvenue à tous. Donc, vous avez vu qu'on avait prévu la possibilité pour le public d'assister à cette réunion vu les nouvelles règles sanitaires, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de présents. Nous sommes 10. J'ai une procuration de Jean-Philippe Moutin en faveur de Marie Clé. Donc, nous pouvons délibérer sans problème. Et je vous propose, en fait, Gabriel, tu fais secrétaire pour cette séance. Oui. Très bien. Nous allons pouvoir dérouler l'ordre du jour. Premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021. Est-ce que vous avez des commentaires ? Pardon. Commentaire ou pas commentaire ? Pas de commentaire. Pas de commentaire. Ok, donc je vous propose d'approuver le procès-verbal du conseil municipal 17 mai. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Ok, le procès-verbal est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est la convention de mise à disposition de la citadelle. Donc, je vous rappelle que la convention précédente était valable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il était nécessaire de renouveler une convention entre la commune et les verreries de Bréa pour clarifier les relations. On a repris à la base la convention précédente. Il n'y a que des ajustements mineurs. Je vous rappelle que cette convention, alors sur la durée, il y a un petit typo, je ne sais pas si vous l'avez noté. Si. Dans l'article 3, les 9 ans nous emmènent au 31/12/2029 et non pas 2030. Bien évidemment, ça va être corrigé. Dans quel sens, pardon ? C'est les 9 ans ou... C'est 9 ans. C'est 9. C'est 9 ans. Donc, ça sera jusqu'au 31/12/2029. D'accord ? Et ensuite, c'est renouvelable par 3 ans, sauf si l'un ou l'autre souhaite dénoncer la convention. Les grands principes ont tous été observés. Bien évidemment, alors il y a eu une discussion pour votre information sur l'obligation d'informer. On tenait absolument à savoir s'il y avait des changements dans l'actionnariat ou dans l'organisation, je dirais, de la structure. Donc, on a discuté un petit peu là-dessus. Les conditions d'exploitation restent les mêmes. On nous a demandé éventuellement d'élargir le domaine d'utilisation de la citadelle pour de l'événementiel d'une manière plus, je dirais, commune. On n'a pas accepté. On peut imaginer des événements dans la citadelle comme il va s'en produire, mais ça doit être à caractère exceptionnel et ça doit être discuté avec la commune d'abord. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette convention ? Bien évidemment, il y a les aspects financiers qui ont été, les clauses financières ont été remises à jour, les responsabilités assurances également, les sanctions et la fin de la convention. Il y a un travail important qui a été fait en termes d'état des lieux et il y a un état des lieux précis qui a été réalisé et comme c'est indiqué dans le document, qui sera annexé
à cette convention, parce que comme on part pour a priori 9 ans, il nous a semblé important de bien savoir quel était l'état du bâtiment aujourd'hui et de savoir, quand on nous le rendra, pouvoir comparer avec l'état dans lequel il sera dans 9 ans à une date agréée entre les parties. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui. Je vous en prie. En remarque liminaire, nous partageons la nécessité que le lien juridique entre la commune et l'exploitant des verreries soit formalisé. Nous ne sommes pas spécialistes du droit administratif et encore moins de l'autorisation d'occupation temporaire. Et depuis la réception du document jeudi dans l'après-midi, nous n'avons pas eu le temps d'effectuer toutes les recherches qui auraient pu être nécessaires. Nous ne sommes pas sûrs que les 3 conditions d'une AOT, donc autorisation d'occupation temporaire, soient totalement respectées, puisqu'une AOT, elle doit être personnelle, temporaire, précaire et révocable. Précaire et révocable, elle est manifestement, personnelle et temporaire tel que c'est rédigé, on peut s'interroger, mais je vous laisserai nous rassurer. Mais vous conviendrez qu'il faut, pour les 2 parties, que la sécurité juridique soit assurée. Et pour avoir rédigé la précédente convention sous forme de convention et non pas d'autorisation d'occupation temporaire, je sais que c'est pas facile. J'en viens aux remarques sur le document que, une fois de plus, on n'a pas eu le temps qui probablement aurait été nécessaire. Sur la page 2, le nom de la commune, c'est pas Bréa, c'est la commune de l'île de Bréa, le nom officiel. Et je crois que c'est important de le rappeler. Il est indiqué que, en bas de la page 2, la CRA des verreries de Bréa ayant connu des difficultés économiques, c'est vrai qu'il y a eu liquidation de son activité, elle a été reprise par Bréa Verreries SAS, qui vient en droit de l'entreprise défaillante, très bien, et entend en reprendre, alors j'imagine que c'est en reprendre, hein, en reprendre les prérogatives et activités. Quelles prérogatives? En reprendre éventuellement l'activité, mais les prérogatives et activités vis-à-vis de la commune, il n'y a pas de prérogatives, il y a éventuellement... Ça, c'est le préambule, et justement, l'intérêt du document, les prérogatives, c'est le fait qu'il y avait effectivement un accord. Dans cet accord précédent, il était dit que, pareil, il y avait un devoir d'information s'il y avait... Voilà. Mais c'est pas une prérogative, voilà. Oui. Alors... sur la page 3, voilà, les activités complémentaires. Alors je me rappelle plus ce qui était indiqué auparavant. Activités artisanales complémentaires de la verrerie. On parle bien des activités qui sont fabrication et commercialisation, qui sont dans le droit fil de l'activité de la verrerie. C'est pas pour faire de la cordonnerie ou d'autres activités donc c'est clair là-dessus. Les espaces occupés se reporter au plan joint en annexe. On ne nous a pas joint les annexes, donc nous n'avons pas le plan, nous n'avons pas pu regarder le dit plan. On n'a pas le plan, donc on ne sait pas. Je vous rappelle que dans la convention actuellement en vigueur, il y a une pièce qui est réservée pour la commune, qui peut la reprendre avec un préavis de 6 mois. Est-ce que c'est repris ou pas Oui, on laisse l'occupation identique à ce qu'elle était avant. Oui, mais alors, c'est pas indiqué dans la convention, nulle part. Mais je pense que c'était sur les plans, parce que... Non, c'était pas sur les plans, c'était dans les clauses, parce que tel que c'est indiqué là, ça voudrait dire que la pièce est d'ores et déjà aujourd'hui réservée par la commune. Non. Alors c'est pas prévu dans... C'est pas l'intention, donc... C'est pas prévu dans... Okay. C'est pas prévu dans la convention. Vous avez rectifié les 9 ans, donc c'était marqué 10. Hein. Le présent contrat se renouvellera tacitement par période de 3 ans à l'issue de... Alors j'imagine que c'est à l'issue de 2029. Oui.
peut-être mieux en prenant. Et c'est là où pour une AOT, nous nous interrogeons sur le fait que prévoir un renouvellement tacite rentre bien dans le cadre d'une AOT. Normalement, l'AOT est temporaire, elle est fixée pour une durée. Le renouvellement tacite, à mon avis, pose une question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Donc, le bénéficiaire est autorisé tous les 3 ans, à partir donc du 1er janvier 2021, à mettre fin à la présente disposition. Il n'y a pas pour la commune la possibilité parallèle. Non. On est en sens unique là. On est en sens unique, sauf les défauts, etc. Sauf les cas de la fin que nous avons bien vu, mais ça c'est une innovation par rapport à ce qui était prévu jusqu'à présent. Oui, mais on considère que les verreries ont besoin de temps pour pouvoir développer leur activité. Ils sont en train de racheter les fours, pour votre information. Et si on mettait une clause, alors qu'on renouvelle une convention qui dure depuis plus de 18 ans, on met une clause et qu'on peut les arrêter de par notre propre décision au bout de 3 ans, quelque part, on est un frein au développement des verreries. J'entends, mais c'est dans un sens, c'est pas dans l'autre. Oui, on est dans un sens, et c'est une innovation par rapport à la convention précédente. Vous avez dit qu'il y avait peu de conventions, il y a au moins celle-là. Le caractère de l'occupation, alors là, on a bien le caractère de l'AOT, c'est l'occupation lui-même est d'utiliser directement, donc l'utilisation personnelle, ce qui est en contradiction formelle avec ce qui est en 4.2 et en 4.3. C'est-à-dire qu'on prévoit en 4.2 la cession du contrat à une autre entité, et a priori dans une AOT c'est pas possible, et la sous-location a priori c'est pas possible non plus. Dans une convention entre 2 personnes, oui, dans une AOT, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le point de façon formelle, mais ça pose une question de fond, et en tout cas, c'est contradictoire entre le 4.1, le 4.2 et le 4.3 sont contradictoires. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même, et après on parle de cession et on parle de sous-location. C'était tout pour la page 4. Pour la page 5, alors il y a quelque chose qui était peut-être auparavant, mais je ne crois pas, puisque alors je regarde ici, c'est le point. Voilà. Il est prévu qu'il puisse y avoir une activité de boissons et de petites restaurations dans les espaces. Bien. Et il est indiqué. Alors, la convention est faite pour une activité de verrerie à la base. Après, il y a des activités annexes et puis celle-là qui a été rajoutée. Si les autorisations n'étaient pas délivrées pour des raisons liées à la non-conformité des lieux, la commune s'engagerait à faire effectuer les travaux nécessaires. Je ne vois pas pourquoi la commune effectuerait des travaux de mise en conformité liés à l'activité de restauration, alors que c'est une activité annexe. Vous êtes où, là? Je suis à l'article 6, en haut de la page 5. Et on sait tous, dans nos activités respectives, que les travaux de mise en conformité peuvent être extrêmement coûteux, et on sait quand ils commencent, on ne sait pas quand ils terminent. Et en matière de restauration et puis d'hygiène, ça peut être... Donc, je ne pense pas que ce soit à la commune de supporter cela pour une activité réputée annexe. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça, c'était initialement pour l'activité principale. Pour l'activité principale, ça se conçoit parfaitement. Pour l'activité annexe et les activités annexes, c'est non seulement pas souhaitable, c'est en plus dangereux pour les intérêts de la commune que nous défendons ici.
Donc, voilà. On doit être à la page 8. On doit être à la page 8. On parle de loyer, et c'était effectivement un loyer quand il y avait une convention. Quand on parle d'AOT, c'est pas un loyer, ça ne peut pas être un loyer, ça ne peut être qu'une redevance, à mon sens, puisque c'est le terme, donc c'est tout à fait différent. Et je ne sais pas si en matière d'AOT, la fiscalité et la TVA ou pas. Si on est en TVA, ça veut dire qu'on est dans le domaine concurrentiel, ce qui est vrai. On est dans le domaine concurrentiel, mais il n'y a pas eu de mise en concurrence. Donc, on peut avoir peut-être une difficulté à ce niveau-là. Et puis, je crois que c'était à peu près tout ce que nous avions comme remarque avec le temps qui nous a été imparti pour pouvoir regarder rapidement cette convention. Très bien. Merci pour vos commentaires. On va les regarder. On reviendra vers vous avec des réponses ou des modifications au texte. Donc, il n'y a pas besoin de passer au vote là-dessus. Je pense qu'il y a trop de choses à modifier pour qu'on passe au vote. On passe au point numéro 3, qui est la convention de mise à disposition d'une emprise du domaine public portuaire. Donc, globalement, il se trouve que la commune gérait le port de la Corderie et le port de la Chambre, et il y avait une espèce de no man's land pour le port de plaisance, je dirais, du port clos. Donc on a eu des discussions avec le département et la CCI de manière à voir si on s'alignait là-dessus. Et suite aux discussions, le département et la CCI ont proposé de nous remettre à disposition la partie, je dirais, plaisance du port pour que les mouillages des particuliers soient gérés de la même manière que dans les autres ports. En fait, si tu veux donner quelques détails de plus. En fait, c'est une convention qui sera signée, donc c'est une convention tripartite entre le département, la CCI et la commune. C'est avec une durée d'autorisation de 2 ans et 6 mois, donc une échéance au 31 décembre 2023. Nous allons équilibrer en fait un peu le budget du port grâce à cette rentrée d'argent, en tout cas améliorer le budget du port. Nous pensons qu'il serait souhaitable cette année de ne facturer que 6 mois aux personnes qui sont donc au mouillage dans le port clos et non pas 1 an, comme ça sera à partir de l'année prochaine. Par contre, conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, le délégataire le bénéficiaire demande au délégataire une redevance de 20% du montant hors taxe de ce que nous allons toucher. On peut guère faire autrement, mais de toute façon, nous serons quand même bénéficiaires, vu que jusqu'ici, il n'y a rien du tout qui rentre sur les camps morts de plaisance du port clos. Voilà, vous avez d'autres questions. Ouais, je pense qu'il y a un problème d'équité aussi. Les gens qui étaient à la Corderie ou à la Chambre payaient une redevance et en plus étaient sujets souvent à des listes d'attente qui les handicapaient. Et il y avait un autre port qui servait aussi à des mouillages de particuliers où il y avait finalement il n'y avait pas de règles. On va appliquer les mêmes règles dans les 3 ports. Et comme l'a dit François-Yves, cette année, comme on démarre a priori aussi l'opération et qu'on n'a pas encore, donc on n'a pas signé, on ne peut pas informer les propriétaires des bateaux qui sont mouillés dans le port clos. On va leur proposer une annuité égale à la moitié de celle qu'ils paieront l'année prochaine.
Alors, vous avez vu que c'est un contrat tripartite et qui est attaché à ce contrat les règles qui s'appliquent. C'est l'arrêté modificatif numéro 1 qui fixe les conditions générales d'occupation des emprises du domaine public maritime. On est obligé d'accepter ça en plus de la mise à distance. Est-ce que vous avez des commentaires? Non, c'est vrai. Non, c'est une bonne démarche qui va dans le, enfin, vous l'avez dit, dans le sens de l'équité de tous ceux qui ont un cordement, que ce soit la corderie ou la chambre ou sur les, dans les autres domaines maritimes pour lesquels on paye une redevance. Donc, alors, attention, hein, il y a des gens qui confondent, donc je clarifie encore une fois. On a 2 ports communaux. bien sûr. Et il y a le port clos qui est un port commercial, mais on va avoir une petite la gestion des mouillages privés, je dirais, de ce port. Et après, il y a d'autres mouillages le long de la côte qui sont encore gérés, je dirais, par la direction, par la DDTM, et sur lequel il y a une étude actuellement qui est faite, conjointe avec la DDTM, mais la gestion est encore sous la responsabilité de l'État. Le port clos, la taille du port clos, en fait, la partie sud, des limitations sud du port clos, ira de la pointe de la 3e cale, en passant par la perche rouge la plus sud. Oui, le plan est très précis, il est très bien. Dans cette AOT, là, il y a un plan. Et... Non, c'est très bien. Bon, ok, donc je vous demande l'autorisation de voter cette convention avec les 2 autres parties. Qui est pour? Ok, merci. L'autorisation est donnée à l'unanimité. Merci. Le point suivant, c'est la convention pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Donc juste globalement, il y a eu un plan numérique qui a été lancé. On a répondu à ce plan pour obtenir une subvention. Et là, on est entre l'œuf et la poule, c'est-à-dire que pour qu'ils nous donnent la convention, il faut une approbation du Conseil avant d'avoir les détails. Oui, donc Dominique, c'est un plan de relance pour la continuité pédagogique. Et donc c'est la mairie qui a construit conjointement avec l'équipe pédagogique le projet fin mars. Et donc on a reçu l'avis favorable pour en juin. Et donc c'est pour permettre à l'école de s'équiper en ordinateur portable avec 2 vidéoprojecteurs, donc un par classe, et puis divers matériels informatiques, caméras, boîtiers Wi-Fi, appareils photo. Et donc c'est une subvention d'environ 50% de la dépense engagée, à hauteur donc de 3 500 € maximum par classe. Donc ça ferait une subvention d'environ 5 000 € pour un montant d'achat de 10 000 € pour l'école. Et donc ces appareils, l'objectif est qu'ils soient installés début septembre pour la rentrée scolaire. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? C'est pour ça qu'on n'a pas de document, on a juste l'échange de mails. Oui. Et on a pour pouvoir le document, oui, c'est ça. la convention, il faut qu'on approuve par une délibération le fait que on demande en fait à participer à ce plan numérique. C'est assez spécial, mais... Donc la délibération, c'est pour demander, c'est pas pour approuver la convention, on l'a pas. C'est pour autoriser, pour m'autoriser À demander. Alors, on a demandé, on a demandé, ok, on a reçu la confirmation qu'on faisait partie de la première liste des communes avec l'approbation de ce plan numérique, mais on leur a demandé la convention, ils nous ont dit il faut qu'on ait une délibération d'abord. C'est vraiment... Ça pourrait être pour n'importe quoi, ça pourrait être pour un achat de quelque chose. Il n'y a rien qui est lié dans ce que l'on a eu dans notre dossier. Il n'y a rien qui est lié à l'éducation nationale ni à une quelconque... L'éducation nationale, On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On nous demande de voter sans savoir ce qu'il y a derrière. Là. Si, on a la réponse de l'Éducation nationale qui nous dit la convention ne pouvant être éditée avant la date de l'Assemblée délibérante que vous avez indiquée dans le formulaire en ligne. Non, mais je suis désolé. Dans le document que l'on a eu, Oui.
le conseil municipal, il n'y a rien qui nous explique que ce soit. On a Organisme ministère de l'Éducation nationale. Donc, je vous répète, c'est un plan qui a été élaboré avec les professeurs des écoles pour améliorer, je dirais, le matériel numérique de l'école, c'est-à-dire un certain nombre d'ordinateurs, des vidéos et un certain nombre d'équipements. Le montant du budget du devis qui a été fait par IMS, qui est notre fournisseur en informatique, s'élève à environ 10 000 € hors taxe. Okay. Et ce que l'on a compris jusqu'à présent de la part de l'Éducation nationale, parce qu'ils ont un système assez compliqué, c'est qu'on va toucher sur ces 10 000 € 5 100 € de subvention. Mais on n'a pas les détails de cette convention, vu qu'ils nous disent passez en assemblée délibérante et ensuite vous pourrez avoir accès aux détails de la convention. Si vous souhaitez avoir le détail de ce qui est proposé dans le devis, on vous le fait passer, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y avait dans le dossier ne servait à rien pour nous. On n'avait aucune information d'aucune nature que ce soit. Alors, on vous a fourni ça, moi j'aurais aimé, d'ailleurs c'est ça que j'avais demandé, à vous fournir la convention. Vous nous auriez dit ça coûte 10 000 €, tout le monde est d'accord. Acheter du matériel informatique. Il y a 5 000 de subventions, voilà. Là c'est clair. Et ça aurait été mieux qu'on puisse vous montrer la convention, on n'a pas pu l'obtenir. C'est une démarche administrative de l'Éducation nationale. Je pense néanmoins que c'est l'intérêt de la commune De l'école surtout. et de l'école de poursuivre cette démarche. Et donc, je vous demande l'approbation d'entamer toutes les démarches pour finaliser ce qu'ils appellent ce plan numérique de la continuité pédagogique. Qui est pour? Très bien, merci. Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est encore une convention. C'est maintenant la convention du PAT, Plan alimentaire territorial. Donc on a reçu ce document qui vient de la région Bretagne, qui est un document standard. Ce que l'on a rajouté, ce sont les annexes techniques et financières qui reprennent les principaux éléments du plan que l'on vous avait présenté lorsqu'il a été soumis au moment justement de fin janvier, au moment où on a soumis cette demande de subvention. Donc on ne peut pas du tout discuter de la première partie, vu que c'est un document au niveau national. Sur les annexes, on a repris exactement ce que l'on avait mis dans le plan. De la même manière, pour le budget qui a été émis, c'est le budget final suite à discussion avec justement les responsables de la DRAF qui voulaient avoir un certain nombre de détails sur la manière dont l'argent allait être dépensé. Le plus gros poste reste très nettement le salaire d'un chargé de mission, mais on a rajouté, en fait on a diminué un peu de temps de ce chargé de mission pour rajouter quelques postes de caractère plus général, et par exemple, après discussion, ils ont accepté qu'on mette une petite somme qui nous permettra d'aider à la rénovation du moulin du Birlot dans le cadre d'un projet qui consiste à refaire de la farine sur l'île de Bréa, plus à titre pédagogique que pour en faire une production, je dirais, à caractère alimentaire. Est-ce que vous avez des questions ou des... Marion, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Bon, je crois que tu as tout dit. Excuse-moi, j'aurais pu te passer la parole. Questions ou commentaires?
Oui, écoutez, si la première partie est rédigée par d'autres, il n'empêche que la lecture fait un peu froid dans le dos. Certains passages sont directement inspirés d'autres temps et d'autres lieux, où les terres et les moyens de production étaient mis en commun dans une économie collective. D'autres passages vont chercher leur inspiration culturelle ailleurs, en parlant de rééducation des habitants, des habitudes alimentaires de la population au travers de la restauration collective. Mais concrètement, cette convention va très loin dans les obligations que la commune accepte en contrepartie de la subvention. Et en fait, il s'agit d'obligations de résultats et non pas d'obligations de moyens. La différence est importante dans ce qu'elle implique sur le plan juridique pour les personnes comme pour la commune. L'article 6 prévoit des dispositions de reversement en cas de non-réalisation totale ou partielle des objectifs. L'article 9 décrit les sanctions applicables en pareil cas. Bon nombre d'objectifs ne sont pas conformes au PLU ou sont en contravention avec les différentes lois qui protègent Bréa. On peut citer à titre d'exemple, mais ce n'est qu'un seul exemple parmi d'autres, l'objectif numéro 3 qui prévoit la construction d'une maison de la mer en bord de mer. Et comment peut-on accepter les obligations d'un PAT qui met d'emblée la commune en situation d'illégalité? D'autres objectifs relèvent du fantasme d'un retour au Bréa du XIXe siècle avec ses moulins, ses potagers et poulaillers. Tout cela est résumé dans l'objectif numéro 2. Le quatrième objectif veut, et je le cite, sécuriser l'accès aux moyens de production, terres et bâtiments pour conforter les exploitations agricoles existantes et favoriser l'installation de nouvelles fermes. Et pour y parvenir, il est proposé, je cite à nouveau le texte, le recensement et la valorisation des terrains communaux ou privés pouvant être utilisés en agriculture et l'élaboration d'une politique de gestion du foncier, et le tout sous une veille de la SAFER. Alors ces phrases ont de quoi inquiéter. Enfin, au tourisme de masse ordinaire que nous avons déjà du mal à gérer, le cinquième objectif du plan prévoit le développement et la promotion de l'écotourisme. Ça vient de s'ajouter au reste. Bréa est une petite île de 309 hectares, vous le savez. En signant cette convention, qui va aussi loin dans les obligations qu'elle impose, vous la mettez en danger. Bien qu'elle joue un rôle, l'agriculture n'est pas la seule activité de cette commune. En voulant collectiviser les terres et les moyens de production, en installant des nouveaux agriculteurs, alors qu'il y a peu de terres, voire aucune transformation ou très peu de transformation pour valoriser leur production, vous fragilisez non seulement ce qui existe aujourd'hui, mais aussi toutes les autres activités économiques de la commune. Et pour couronner le tout, nous serons tenus de rembourser les sommes reçues si les objectifs du plan ne sont pas réalisés, dont il y en a bien plus que ceux que je vous ai cités. Alors vous comprendrez que nous étions contre la délibération de soumission pour concourir à ce PAT, que nous sommes fermement contre la signature de cette convention et nous voterons contre cette délibération. Très bien. Marion, est-ce que tu veux répondre sur certains points? Je pense que vous avez été loin dans l'interprétation d'un certain nombre de textes. Et je prendrai juste un exemple. La maison de la mer, si on fait une maison de la mer, on va la faire dans un lieu existant. On ne va pas aller à l'encontre effectivement du PLU, créer quelque chose, mais la question se pose de savoir ce qu'on va faire du canot de sauvetage. Okay. Et l'idée du PAT, c'est justement de faire une étude de faisabilité d'une maison de la mer qu'on pourrait éventuellement installer dans le canot de sauvetage. L'État ne demande qu'une chose, c'est de nous redonner le canot de sauvetage. Ils ne dépenseront pas un centime pour le maintien du canot de sauvetage. Et si on ne trouve pas une solution viable, ce bâtiment va se détériorer et à l'arrivée, on aura, entre guillemets, une ruine. Le PAT consiste à faire une étude de faisabilité d'une maison de la mer. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Et je pense que sur un certain nombre d'autres points, vous avez une lecture qui est la vôtre du document, mais qui va, je pense, un peu loin dans l'interprétation de ce qui est dit. Je pense que nos engagements d'objectifs, la plupart des points un peu ambitieux, c'est d'abord une étude de faisabilité, c'est dit comme tel. On n'a pas dit qu'on ferait une maison de la mer, on dit qu'on fera une étude de faisabilité.
Donc ça, on s'engage à faire une étude de faisabilité, à en donner les résultats à la DRAF pour être payé. Donc c'est pas très engageant non plus. Après, moi, il y a un autre point par rapport au tourisme. C'est pas le but de rajouter du tourisme, on est d'accord, mais d'améliorer l'accueil du tourisme. Il me semble qu'on l'a déjà répété quand même plusieurs fois depuis le début. Améliorer l'accueil des touristes qui viennent déjà, les échelonner sur l'année et leur proposer des choses qui sont plus en accord avec l'environnement, avec plus un tourisme de qualité. Voilà, moi ça c'est un autre exemple. Après, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher la collectivisation des terres, c'est pas notre intention. C'est écrit dans le document. Notre intention, c'est la valorisation, si c'est possible, des terrains communaux et de rencontrer des propriétaires privés qui voudraient mettre à disposition avec des commodas, avec des baux, et en aucun cas collectiviser leurs terres. Ça c'est du fantasme. Écoutez, on réagit par rapport au document qu'on nous a donné. La Maison de la Mer, on ne pouvait pas deviner qu'il s'agissait du canot de sauvetage. Vous nous l'apprenez ce soir. Le document parle d'un bâtiment en bord de mer. Donc on réagit par rapport à ça. Aujourd'hui, on sait que c'est interdit. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, c'est notre seule référence. Mais il y a d'autres objectifs. Voilà, qui vont obliger ou qui demandent à approvisionner l'EHPAD. On parle de cantine scolaire alors qu'il n'y en a pas à Bréa, mais qui oblige à approvisionner le 50% des besoins alimentaires de l'EHPAD. Bon, peut-être, mais nulle part il est indiqué le coût de tout ceci, ni la faisabilité de ce territoire. C'est une convention qui, si elle était sur le continent, encore une fois, avec plus de flexibilité, que ce soit territoriale ou matérielle et d'infrastructure, on essaye de transposer sur un petit territoire, encore une fois, de 309 hectares, qui n'est absolument pas extensible et qui est bardé de restrictions et de contraintes partout, des objectifs qu'on ne peut sincèrement pas atteindre. Alors, si on lit au premier degré l'objectif de ce qui est écrit au moulin du Birlot, vous l'avez dit tout à l'heure, le moulin du Birlot, c'est un musée. Au mieux, ça sera un démonstrateur quand il sera remis en service, et il fera peut-être 1 ou 2 moutures par an. Mais tel que c'est rédigé là, on part pour mettre voilà une production de sarrasin bio qu'on va moudre au moulin, et on peut imaginer voilà le meunier, et puis c'est juste, encore une fois, c'est le seul document qu'on a, donc on réagit par rapport à ces écrits. Après, oui, peut-être qu'on l'interprète par rapport à vos intentions, mais encore une fois, les mots ont un sens. Donc voilà, on les a lus. On pense que ceci, il y a quand même 160 000 euros qui vont partir dans ce projet. Je suis pas sûr d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, le plus gros, c'est effectivement le salaire du CDD qui va être embauché pour ça, mais le cumul du salaire annuel brut plus les charges patronales dans le document, c'est 160 000 euros. La part qui revient à ce projet, c'est 89 000, enfin 90 000 pour arrondir. Donc il y a un reste à charge de 70 000 manifestement. Donc ce que va faire cette personne, nous, dans ce document, on n'a pas moyen de savoir quels seront la contrepartie de cette rémunération, puisque ensuite le financement, il porte que sur la partie propre du dossier, du PAT. Donc voilà, il y a 160 000 euros qui arrivent dans ce projet. C'est une grosse somme pour des objectifs qui nous paraissent pas dans l'intérêt tel que c'est formulé là, dans l'intérêt de la commune. Mais c'est surtout l'obligation de résultat avec des clauses de reversement et des sanctions en cas de non-réalisation. Là, on n'est plus dans une obligation de moyens. Ça change radicalement les choses quand on prend
en contrepartie d'une subvention, une obligation de résultat. Mais ça dépend quel Il est. y aura des audits, il y aura tout ça est décrit dans le texte. Oui, oui, mais si vous voulez, quand on dit étude de faisabilité d'une maison de la mer ou étude de faisabilité d'un regroupement de la production agricole, ce sont des études de faisabilité. Alors effectivement, on nous met à disposition 100 000 euros pour faire ces études de faisabilité, principalement. Si on ne les fait pas, il me paraît tout à fait logique que l'État reprenne sa subvention. Mais c'est une étude de faisabilité. Et pour moi, il est évident qu'on va devoir remettre à la fin du travail ces études. Mais je ne vois pas le risque que prend la commune alors qu'elle va employer une personne spécifique pour faire ça et que le budget de cette personne est pris en compte. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas remettre une étude de faisabilité à l'arrivée. En ce qui concerne le tourisme, par rapport à la remarque que vous avez fait tout à l'heure, c'est aussi important de pouvoir offrir aux gens qui viennent sur l'île de Bréa de déguster des produits locaux, ce qui se fait avec la ferme de Kervillon, mais ce qui se fait aussi avec les laits bréatines, où les gens, enfin moi je le vois bien, apprécient d'aller déguster des glaces faites sur Bréa avec du lait de Bréa, de repartir avec du beurre fait sur Bréa. Enfin, c'est aussi un attrait touristique. Ça va pas rajouter du monde, ça offre une autre qualité aussi de prestations. Et si on peut essayer de faire manger aux gens qui viennent à Bréa des produits qui sont produits à Bréa avec des circuits courts, etc., il faut peut-être mieux aller dans ce sens-là que de leur faire manger du steak frites comme il y a un peu partout, quoi. Ça peut être aussi intéressant. Alors évidemment, on va pas pouvoir nourrir les journées de grande affluence, nourrir tout le monde avec le projet du PAT, c'est pas ça, mais c'est au moins sensibiliser les gens, c'est au moins leur montrer qu'il y a des possibilités et qu'il y a des gens sur place qui font des choses intéressantes, des produits de qualité. Juste pour vous donner un exemple, on a accueilli la semaine dernière les jeunes de l'Épide. Anne Le Refret a eu la gentillesse de leur offrir du lait le matin pour leur petit déjeuner. L'ensemble des gamins qui étaient là, des 20 jeunes, il n'y en avait aucun qui avait bu du vrai lait. Du lait sorti des pieds de vache le matin, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et il y a une vraie demande. Je repense au point 2 là, sur favoriser l'accès à l'alimentation locale durable, notamment par le jardinage ou les poulaillers qui font peut-être un peu 19e siècle, mais je pense que ça fait un petit peu de l'avenir aussi. Surtout qu'on remarque que les terres agricoles sont restreintes, effectivement. On connaît la fragilité d'une île en ce qui concerne l'autonomie, la résilience alimentaire. C'est pas complètement délirant d'inciter les gens qui le souhaitent et les gens désireux déjà d'apprendre à faire du jardinage et à gérer leurs déchets verts sur place pour leur jardin, etc. Enfin, c'est tout un ensemble d'économie circulaire, de résilience alimentaire. Enfin, c'est dans l'air du temps en tout cas, et il est temps de se préoccuper de ces choses-là. Et les gens sont demandeurs. Nous, on a vraiment régulièrement des gens qui nous demandent des conseils pour greffer des arbres, par exemple, pour pas perdre les variétés locales de Bréa. Et c'est toutes des activités qui sont beaucoup moins ambitieuses qu'une maison de la mer, mais qui rentrent dans ce projet. Et pareil, apprendre aux enfants ce genre de choses, c'est pas inutile quand on voit tous les dérèglements actuels de l'environnement. C'est des choses qui peuvent servir plus tard, quoi, pour chacun. Il y a un volet pédagogique important dans ce projet pour orienter tout le monde vers une alimentation saine et ressourcer ses déchets, quoi. À condition de laisser la liberté du choix aux personnes. Ah bah ça, évidemment. Si on contraint et qu'on commence à lire des textes qui disent qu'il va falloir reformater les gens pour qu'on mange différemment et qu'on change les habitudes alimentaires, là, vous allez vous heurter à une réticence forte. Ah, mais les gens garderont le choix de s'alimenter comme ils veulent. Mais c'est bien de leur montrer qu'on peut s'alimenter de certaines manières plus saines. Et après, chacun choisira ce qu'il a envie, ça c'est sûr. Et par ailleurs, comme on l'avait peut-être dit aussi déjà, ce budget et ce chargé de mission, enfin plutôt le projet alimentaire territorial est un moyen
d'avoir des financements pour mettre en place un certain nombre d'actions pour lesquelles on s'est engagé au cours de la campagne. Et voilà, on a été désigné pour ça quand même, pour mettre en œuvre ce programme. Et là, on aurait une personne qui pourra faire avancer un peu plus rapidement certains projets qui vont dans le sens du choix des citoyens. Accessoirement, très accessoirement, on a voté tout à l'heure une convention avec l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a interdit l'écriture inclusive qui est reprise dans cette convention. Il faut qu'ils mettent à jour ses propres documents. Hein. C'est pas moi qui vais. Le ministre de l'Éducation nationale, là, voilà. Je ne sais pas qui a fait cette convention, mais elle n'est pas conforme à ce que préconise le ministre. Bien, ben on prend note de vos commentaires. On passe au vote. Est-ce que vous m'autorisez à signer la convention avec la DRAF pour ce projet de PAT? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci. Donc, la délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point suivant est lié au point numéro 5 qu'on vient de discuter. On vous a donné les éléments parce qu'on va recruter un chargé de mission pour une durée initiale de 12 mois, reconductible. Et donc, on vous a donné la feuille de poste. Et ça aussi, une autre conséquence qu'on verra un peu plus tard, c'est sur la modification du tableau des effectifs. Bon, c'est un descriptif de poste assez précis. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. On va lancer le recrutement vers la fin juillet et pour un démarrage normalement au mois d'octobre. C'est ça. On se va être pour puisqu'on est contre ce qui précède. Voilà. Ok, si vous avez des commentaires, donc... Bon, donc il y a, parce que c'est un petit peu compliqué au niveau administratif de changer l'effectif de la commune, il y a un certain nombre d'articles, mais ce que je vous propose, c'est de prendre une délibération par laquelle vous m'autorisez à entreprendre les démarches permettant, en accord avec ce document qui vous a été fourni, de faire le recrutement pour donc une durée initiale de 12 mois d'un chargé de mission PAT. Qui vote pour? Qui vote contre? Okay. Cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Merci. Le point suivant, c'est la convention, je suis désolé, il y a beaucoup de conventions aujourd'hui, avec le SMITRED. Donc là, c'est une convention pareille qui est arrivée à échéance au 1er janvier 2021, donc il faut la renouveler. Et cette convention précise plus particulièrement les reversements. Donc lorsque l'on envoie au SMITRED un certain nombre de produits, le SMITRED nous reverse des sommes. Pour votre information, le montant total des sommes reversées annuellement va atteindre environ 8 000 € cette année. Il y a des produits qui sont, entre guillemets, mieux rémunérés que d'autres. Le carton est bien rémunéré, le verre est très mal rémunéré, et les produits un peu dangereux, chimiques, etc., ne sont pas rémunérés en tant que tels, mais par contre, pour inciter la commune à faire ce tri, on reçoit une participation financière. Et au total, l'ordre de grandeur, c'est 2 000 € par trimestre, ce qui devrait nous amener à 8 000 €. L'autre point à mentionner, c'est qu'en fait, le SMITRED, c'est GPA, LTC et BREA.
D'accord? Et on a reçu la répartition des sommes redistribuées. Donc pour Bréa, pour le premier trimestre, c'est de l'ordre de 2 000 euros. Pour GPA et LTC, c'est en centaines de milliers d'euros. Ce qui est assez logique vu les différences de population, mais je dirais que nous, on suit ce système. On n'a pas vraiment voix au chapitre pour pouvoir influencer de quelque manière que ce soit une telle convention avec le SMITRED et avec les autres organismes, parce que le SMITRED, lui, passe d'autres conventions avec Citeo ou avec d'autres qui récupèrent les produits qu'on leur envoie. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non, très bien. Donc pareil, vous voyez, là, il faut qu'il y ait une délibération pour me permettre de signer cette convention. Donc je vous demande l'autorisation de signer cette convention. Qui est pour? Très bien, merci. Donc, cette convention est approuvée à l'unanimité. Le point suivant est un point très technique. Ce sont quelques décisions modificatives du budget de la commune et des ordures ménagères. Ce sont en fait des modifications qui nous ont été demandées par la trésorerie de Paimpol. La première concerne le budget des ordures ménagères, et en fait c'est un transfert du chapitre 23 vers le chapitre 21. Le chapitre 21, ce sont les opérations patrimoniales qui se terminent dans l'année. Le chapitre 23, ce sont des opérations patrimoniales qui durent sur plusieurs années. Ce qui se passe, et on reviendra dessus dans les décision du maire, on a eu une opportunité d'acheter un équipement qui est une grue pour manipuler nos colonnes, et ce qui n'était pas initialement entièrement prévu, et on a eu des dépenses par ailleurs sur les équipements qui permettent de manipuler les caissons. Et donc on risquait d'être un petit peu juste sur le chapitre 21. Et donc à la demande du trésorier, il a préféré, pour être sûr qu'on ne soit pas bloqué, de transférer du chapitre 23 au chapitre 21. Ça n'a pas d'influence sur le budget à l'arrivée. Des questions sur le sujet? Quand vous dites que ça n'a pas d'influence sur le budget, ce n'est pas tout à fait vrai. Si la décision modificative n'est pas votée, l'opération ne peut pas se faire. Si elle est votée, elle peut se faire. Donc, vous avez acheté une grue et il faut la payer. Oui, je reviendrai dessus parce que c'est une opportunité. On a pris cette opportunité. Suite à ça, Monsieur Jarret nous dit faites une décision. On lui avait posé la question. Il nous dit faites une décision modificative. C'est ce qu'on vous propose de faire. Passer au vote. La deuxième décision modificative. C'est deux budgets différents, donc c'est deux votes différents. Pardon. Ok, donc pour le budget des ordures ménagères, est-ce que je peux prendre la décision modificative qui consiste à transférer 50 000 euros du chapitre 23 au chapitre 21? Pour. Et merci. Donc cette décision est approuvée à l'unanimité. La deuxième décision modificative, alors c'est un peu pareil, c'est par précaution, c'est sur les investissements. Alors on a effectivement un certain nombre de chantiers qui sont lancés. Je suis personnellement convaincu qu'on ne dépensera pas la somme qui était annoncée au budget initial, mais la trésorerie nous a dit que pour être absolument certain qu'on n'aurait pas de problème, il valait mieux prendre une décision modificative. Donc on fait la même chose, on transfère 300 000 euros du chapitre 23 vers le chapitre 21. Personnellement, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de ces sommes supplémentaires au chapitre 21. Juste parce que les opérations vont être finies dans l'année et que ça va nous éviter aussi des écritures administratives en fin d'année. C'est juste par précaution.
Très franchement, je pense qu'il alors il y a des projets qui avancent très bien. Le projet bâtiment avance bien, et celui-là il sera fini avant la fin de l'année. Le projet des logements, on va en parler, ça avance bien. Maintenant, au niveau financier, je suis pas sûr qu'on aura toutes les factures à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai personnellement un doute sur la nécessité de prendre cette décision modificative, mais elle nous a été demandée, donc on la suit. En fonctionnement, la variation élue, justement les 25 000 euros, c'est pour couvrir le chargé de mission du PAT, compte tenu du fait qu'après vérification avec le CDG et la trésorerie, la rémunération de cette personne rentre dans le chapitre 12 en 78 et n'était pas initialement prévu au budget, donc on le rajoute, mais on rajoute en recette l'équivalent qui correspond à la subvention qu'on va recevoir de la part concernant le PAT, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Ok, on passe au vote. Est-ce que vous m'autorisez à prendre la décision modificative concernant le budget de la commune? Qui vote pour? Qui vote contre? Ok, cette délibération est adoptée par 8 voix pour et 3 voix contre. Alors, le point suivant est également un point technique, c'est l'adoption du RIF7, qui est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc ça, c'est une procédure qui a été enclenchée il y a un petit moment et qui a pour but de simplifier la manière dont sont prises en compte les différentes primes auxquelles ont droit les fonctionnaires de la commune. Donc c'est très technique. Ça a été revu par le CDG. À l'arrivée, au lieu d'avoir un certain combien de lignes sur le bulletin de salaire pour les différents... Ça dépend des cas, mais normalement, on aura 2 lignes au lieu de... Au lieu d'avoir une dizaine de lignes, on aura 2 lignes. Une ligne pour l'IFSE, qui est l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, et éventuellement une ligne pour la part, le complément indemnitaire annuel. Donc une simplification administrative assez notable. Il n'y a pas d'augmentation des primes pour autant. Il y a une confirmation du niveau des primes qui sont données pour l'expertise ou la fonction remplie ou les suggestions spécifiques à la fonction. Si vous souhaitez des précisions, non, très bien, donc on peut passer au vote. Donc pareil, on aura une présentation assez compliquée parce que c'est très technique, mais globalement, je vous demande l'autorisation de prendre les mesures nécessaires pour la mise en place du RIF 7 sur la commune de Bréhat. Qui est pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le rapport sur le prix de l'eau, ce qui est une obligation qu'on a annuellement. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le regarder. Il y a quelques points qui sont intéressants. En 2020, par exemple, on a acheté beaucoup moins d'eau qu'en 2019. Je rappelle qu'en 2019, on avait acheté 64 000 mètres cubes. En 2020, on en a acheté un peu moins de 58. Donc une économie quand même de 6 000 mètres cubes sur nos achats. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en contrepartie, on a vendu plus d'eau en 2020 qu'en 2018, vu qu'on en a vendu 53 500 mètres cubes. Là, on n'avait vendu que 50 000 mètres cubes. En fait, ça veut dire que, pour des raisons qui ne sont pas toutes d'une clarté limpide, il y a eu des changements de vannes qui ont permis d'arrêter des fuites, mais on a
une perte, je dirais, dans le système qui est très très inférieure à ce qu'on avait en 2019. Oui, on était surpris de voir que l'efficacité du système passe en gros de 79% à 95%, alors qu'il est en un an, alors qu'au chapitre dépenses d'amélioration du système, du réseau, c'est zéro. Donc sans dépenser d'argent, on est arrivé à... Alors, où c'est la mesure, voilà. Mais je pense que leur rapport au niveau des dépenses, il n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'ils ont mis dans le même bloc les dépenses pour le réseau d'assainissement et pour l'eau. Parce qu'on a changé des vannes, on a fait un certain nombre de choses. Et effectivement, dans le rapport, mais tant mieux. Si c'est bien ça, tant mieux. Hein, on est ravis. Écoutez, ça semble se confirmer parce qu'on a reçu effectivement la facture d'eau. Elle est inférieure et on a vendu plus d'eau. Donc, j'espère que cette tendance va bien être confirmée pour l'année 2021. Un autre petit point à noter, c'est que la consommation moyenne sur Bréa est de 71 mètres cubes, mais tous les calculs pour déterminer les prix du mètre cube d'eau sont faits sur une base de 120 mètres cubes par compteur. Donc le fait qu'on est à 71 mètres cubes en moyenne, en fait, correspond à une augmentation du prix du mètre cube, parce que la partie fixe, par exemple d'abonnement, elle reste la même pour 71 ou pour 120. Voilà, et puis au niveau des tarifs, il y a pas mal de chiffres, mais globalement, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la commune a décidé mi-2020 de baisser un tout petit peu les tarifs de l'eau. Par contre, dans le même temps, Veolia avait augmenté ses tarifs. À l'arrivée, le prix de l'eau, est resté constant entre 2020 et 2021. On est quasiment au même prix. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout ce qui est au niveau de la qualité. A priori, il n'y a aucun problème. Tous les tests qui ont été faits se sont révélés conformes. Voilà ce que en résumé, on a a priori de l'eau de bonne qualité, alors qu'avant on trouvait qu'on avait énormément de fuites et on se posait des questions. Ça n'apparaît pas cette année. Attendons la confirmation l'année prochaine. 2019, il y avait beaucoup de fuites. 2018, c'était moins vrai. Il y avait une chute en 2019 et là, il y a une remontée. Le nombre est exact. Ouais, alors il y a peut-être une autre explication au fait qu'on a acheté moins d'eau. C'est 2020, c'est le début du Covid. Il y a peut-être eu moins de monde à certaines périodes, etc. Je sais pas. Mais on a acheté moins d'eau. Par contre, on en a vendu plus, ce qui irait à l'encontre de ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est pour ça que pour moi, il faut attendre une année de plus avant de pouvoir dire oui, les choses se sont améliorées. Voilà. On n'a pas besoin de l'approuver, ce rapport. Il faut l'approuver. Bon, écoutez, qui approuve ce rapport sur la qualité de l'eau? Merci. Ce rapport est approuvé à l'unanimité. Alors ensuite, le point suivant, c'est les décisions du maire. Donc la première décision, je vous l'ai mentionné, on a acheté une grue au Smithred pour un montant de 20 800 € hors taxe et 25 000 € TTC. Alors cette grue, elle est destinée à la manipulation des colonnes. Et cette grue, elle est équipée d'un mécanisme qui permet l'ouverture automatique du plancher des colonnes. Alors qu'actuellement, on n'avait pas cette grue qui tient la colonne par le haut. Et donc les employés communaux étaient obligés d'aller bricoler éventuellement presque sous la colonne pour tirer l'ouverture, et c'était très dangereux. Avec cet équipement, on se remet, je dirais, au standard normal de manipulation de colonne. Pour votre information, une grue comme ça, neuf, aurait coûté 85 000 € pour taxe. On a pu bénéficier de cette occasion, je dirais, parce que le Smithred l'avait acheté
en prévoyant une utilisation spécifique, et puis ils ont changé leur procédure de travail, et cette grue est quasiment neuve, elle a quasiment jamais servi, et ils cherchaient en fait, je dirais, entre guillemets, à s'en débarrasser, et alors que pour nous, il y avait un problème de sécurité sur nos employés, et on règle ce problème de sécurité. Donc je pense que c'est une dépense utile pour la commune, et on sera plus efficace. J'ai eu l'occasion de les voir batailler pour réussir à ouvrir des caissons. Je pense que Émeric les a vus aussi. Là maintenant, avec la fameuse pince dont je ne connais plus le nom, ça va s'ouvrir. Voilà, ça va s'ouvrir beaucoup mieux. Dans les décisions du maire, le deuxième point, c'est on a accepté le devis de HTP pour le feu d'artifice. Je vous en parlerai aussi dans les informations du maire, mais donc il y a un devis qui a été accepté pour un montant de 8 280 € TTC. La troisième décision du maire, c'est l'acceptation du devis de Rustyle, ou Rustyle, je ne sais pas comment on dit, pour le chalet pliable que vous avez sans doute vu, qui est aujourd'hui installé au Crèche Cario, et pour l'accueil des touristes. Donc c'est un chalet pliable. Hein. Un des gros intérêts, c'est que ce chalet s'installe en, Stéphane, 1 heure. Ah non, ils ont mis un quart d'heure, 20 minutes à le monter. Non, voilà, encore moins. Ils n'avaient pas la notice. Hein. Voilà. Et donc, au mois de septembre, on le repliera et on le stockera pour d'autres utilisations. Voilà, et donc c'est une dépense de 9 020 € hors taxe. Et enfin, la dernière décision, c'est l'acceptation du devis de Scafesa pour la mise en place de la ligne de délimitation de la zone de baignade du Guerzido pour un montant de 24 700 € hors taxe. Et je reviendrai dessus dans les informations. Voilà les 4 décisions que je voulais vous mentionner, qui sont les décisions principales qui ont été prises pendant la période. Une petite précision pour le chalet, hein, il fait partie du site d'exception. Hein, donc c'est un achat à 70% pour la région et 30% pour la commune. Et pareil pour la mise en place de la ligne... La ligne de baignade. C'est quelque chose qu'on fait rentrer dans le site d'exception. Voilà pour les décisions du maire. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. Alors, les informations du maire. La première, les avancements sur les assainissements. Parce qu'il y a eu, pareil, quelques incompréhensions sur l'assainissement collectif. On vous avait dit qu'on avait identifié environ 70 personnes qui étaient raccordables, non raccordées. Et ça, c'était sur la base des fichiers qu'on avait reçus de Veolia et qu'on avait comparé avec les nôtres. On a donc renvoyé un courrier à ces 70 personnes et on a reçu pas mal de réponses de gens qui nous ont dit « mais non, vous vous êtes trompé, je suis raccordé ». Et on a une vingtaine de réponses de personnes qui nous ont dit clairement qu'ils étaient raccordés. Donc on est actuellement en échange avec Veolia pour dire à Veolia, et il y a des gens qui sont raccordés et Veolia a assisté au raccordement. Par contre, ils ne les avaient pas mis dans les fichiers comme étant des gens raccordés. C'est assez surprenant. C'est des gens qui avaient payé leur redevance à la commune, qui ont été relancés, j'en connais au moins 2. Justement. Il y a une grosse confusion entre le paiement de la PFAC, c'est une chose, et le fait d'être accordé et de manière à ne pas subir une astreinte. C'est 2 choses différentes. Et je sais qu'il y a des gens qui ont confondu les 2. Mais on a clarifié ça avec les gens. Il y a des gens qui nous ont écrit en disant « mais non, c'est pas possible, j'ai payé ». Ils ont payé la PFAC, mais ils n'ont pas payé le raccordement de leur installation. La PFAC, vous la payez que vous soyez raccordé ou pas raccordé. D'accord ?
Donc, et c'est pour ça que je veux repréciser les choses aujourd'hui, il y a une certaine confusion. Aujourd'hui, a priori, après vérification avec Veolia, des 70 personnes qu'on pensait raccordables, non raccordées, il n'en reste plus que 50. Il y a 20 personnes qui, en fait, étaient bien raccordées. Donc, pour ces personnes, bien évidemment, il n'y aura pas d'astreinte. Et par contre, ces personnes vont rentrer dans le système Veolia et vont recevoir une facture comme étant des gens raccordés, donc ils vont payer la partie assainissement dans leur facture. Là où je trouve que la gestion de Veolia a été pas très bonne, c'est qu'il y a des gens qui sont raccordés comme ça depuis 2 ans. Qui ont été raccordés, qui ont payé tout ce qu'il fallait et qui ont quand même été relancés. Oui, parce qu'on n'avait pas cette information de Veolia. Ces gens-là, en fait, entre guillemets, ont bénéficié du fait que Veolia n'avait pas bien fait son travail. Ils n'ont pas payé, depuis le temps où ils sont raccordés, la partie assainissement sur leur facture. Ce qui est une perte significative pour Veolia, et c'est aussi une perte pour la commune, parce que dans la partie assainissement, il y a une partie communale que nous n'avons pas touchée sur ces 20 personnes qui, en fait, sont raccordées. Mais bon. Comme Veolia n'avait pas des fichiers à jour. Ils ont une obligation de moyens, une obligation de résultat, Veolia? Je pense que, on va vérifier, mais je pense que c'est une obligation de moyens. Je pense pas, j'aimerais bien aller vers eux pour leur demander de nous compenser pour la part communale que l'on aurait dû toucher et qu'on n'a pas touché. Ça m'étonnerait on a un certain nombre de difficultés actuellement, je dirais juste de communication avec Veolia. Il semble être en restructuration, réorganisation, je ne sais pas, mais on a pas mal de problèmes pour les contacter. Ça, c'est sur l'assainissement collectif. On leur a demandé de nous fournir pour les 50 personnes qui restent, qui sont donc bien des personnes raccordables, non raccordées, de manière à calculer l'astreinte à laquelle ces personnes vont être soumises. Et je vous rappelle que l'astreinte, on a décidé lors d'un conseil précédent qu'elle serait égale à la redevance qu'ils auraient payée s'ils avaient été raccordés. Pour ça, on a besoin de savoir la consommation d'eau de ces personnes. À ce jour, Veolia ne nous a pas encore répondu qu'ils allaient nous l'envoyer. Ce sont des personnes, vous me l'aviez précisé hors conseil la dernière fois, qui ont payé la PFAC néanmoins par ailleurs. Oui. On sépare bien les choses. Ce qui n'était pas évident dans le conseil. A priori, en PFAC, on a un taux de versement de la PFAC qui doit être à 98% maintenant. C'est quelque chose qui s'est bien passé. Ça, c'était pour l'assainissement collectif. Pour l'assainissement non collectif, qu'on a essayé de faire, c'est qu'à mi-2021, on veut avoir une photo aussi précise que possible de l'ensemble de toutes les installations sur Bréa. Donc il y a un gros travail qui a été fait par le technicien du SPANC pour bien mettre à jour tous les fichiers et pouvoir dire à chaque personne quel est exactement son statut. Donc pour les personnes non raccordées, le statut, c'est de savoir si, 1, les installations sont conformes, et 2, quand a été fait pour la dernière fois l'inspection qui doit avoir lieu, qui devait avoir lieu tous les 6 ans. Et je vous rappelle que récemment, on a décidé que cette inspection aurait lieu tous les 8 ans. Ce qu'on veut faire, c'est vers la fin du mois de juillet, on devrait être prêt, envoyer à toutes les personnes qui sont donc des personnes non raccordées un courrier avec leur statut. Et leur dire, vous êtes conforme, votre dernière inspection a eu lieu à telle date, la prochaine inspection aura lieu à telle date. On s'est donné pour objectif de faire ça de manière à avoir vraiment une photo aussi précise que possible de la situation de l'ensemble, finalement, des 754 compteurs et donc 754 installations qui sont sur moi. Donc on devrait être à peu près clair vers la fin du mois de juillet. Une fois qu'on aura ces statuts individuels, on demandera aux gens de payer le montant annuel, je vous rappelle, qui a été fixé à 20 € pour couvrir ces inspections régulières qui auront lieu tous les 8 ans.
Ça, c'était l'avancement sur les assainissements. Le deuxième point, au niveau des informations, c'est la sélection du maître d'œuvre pour la montée du port clos. Donc, vous savez qu'on a un projet de, je dirais, réhabilitation complète de la montée du port clos, ce qui inclut la réfection des réseaux d'eau, d'assainissement, réseau électrique éventuellement, et puis la remise en état de la bande de roulement de toute la montée et un reprofilage, je dirais, des abords de manière à rendre cette montée du port clos plus accueillante, vu que c'est vraiment le point d'entrée de la commune et de l'île. Donc on avait fait un appel d'offres et on a eu les réponses et on a eu suffisamment de réponses pour déclarer cet appel d'offres valide. Vendredi dernier, on a fait une réunion de la commission d'appel d'offres. On a sélectionné le maître d'œuvre qui va nous aider sur ce projet. Il nous faut avertir ceux qui ont perdu et il nous faut avertir officiellement la personne qui a gagné avant que je puisse vous donner son nom. D'accord ? Mais pour votre information, on est au stade où la commission s'est réunie. Elle a d'ailleurs suivi la recommandation. On avait pris l'ADAC comme conseil pour faire cet appel d'offres et consulter les entreprises. On a fini cette phase-là et on a sélectionné l'entreprise qui va nous aider. Le point suivant, c'est l'avancement sur les projets de logement. Donc, il y en a un certain nombre. Les logements de la gendarmerie, je pense que vous voyez par vous-même leur avancement. On est à peu près hors d'eau maintenant. On n'est pas encore hors d'air parce qu'on a eu un petit souci avec certaines ouvertures, mais la situation est maintenant claire. Je pense que la construction sera terminée fin septembre ou octobre. D'accord ? Et la mise à disposition sera un peu différente entre les deux logements sociaux, qui, dès que les travaux sont finis et dès que Côte d'Armor Habitat est satisfait, ils peuvent mettre à disposition ces deux logements. Je vous rappelle que ce sont les deux T3. Et par contre, pour les deux logements communaux, il y a une procédure supplémentaire, à savoir que la commune doit acheter à Côte d'Armor Habitat ces deux logements. Je pense que ça va prendre 2 à 3 mois. Donc pour la commune, pour les deux logements communaux, je pense que la mise à disposition sera plutôt au mois de janvier 2022. Pour les logements du port clos, comme on en avait parlé avant, on a bien signé une promesse de vente. C'est une promesse de vente, ça veut dire que c'est le vendeur qui s'est engagé. La commune n'est pas encore engagée. On a signé cette promesse de vente le 30 juin. Dans cette promesse de vente sont précisés tous les points et en particulier la date de signature des actes finaux qui a été positionnée au 30 septembre. Vous nous avez en la matière promis par 2 fois la réponse sur la question technique de l'inscription au budget. Alors, on a regardé, la question a été posée et alors c'est l'inscription au budget ou c'est la manière dont ça va être pris en compte dans la comptabilité? Dans la comptabilité, est-ce que c'est l'ensemble de la dette qui est inscrite au budget? Non, a priori, ça sera pris en compte au fur et à mesure que les montants seront dépensés. A priori, ou la réponse est... C'est la réponse qui nous a été faite par le CDG. Oui, on en a échangé avec divers interlocuteurs et il n'y a aucune raison à ce qu'on on a fait un plan pluriannuel, mais il n'y a pas d'obligation d'intégrer l'intégralité du montant dès la première année. Et on peut le lisser sur le nombre d'années sur laquelle va être étalée la vente. Voilà. Très surpris. Ouais, je suis assez surpris aussi. Mais c'est très surprenant. La trésorerie n'a pas vu de difficulté par rapport à ça. Le centre de gestion non plus. Les gens avec qui j'en ai échangé non plus. Juste une précision, c'est pas une vente pluriannuelle, hein, c'est une vente à tempérament. Oui.
Vous avez soit pour pleine propriété le jour de la signature, et c'est le paiement qui est. De fait, on s'engage sur un montant. Et du coup, on ne s'engage. voit pas comment cette obligation ne soit pas matérialisée quelque part dans les comptes de la commune. Enfin, bon. Un peu, enfin, à mon sens, c'est un peu l'équivalent d'un remboursement d'emprunt dans votre. On provisionne le montant qu'on va rembourser dans l'année. Justement. Oui, mais justement, vous avez bien la dette. La dette est bien inscrite. La dette est totale. Si vous avez un remboursement d'emprunt, vous avez bien la dette est totale. totale. Ça paraît étonnant. Étonnant. C'est la M57 qui va l'évolution. Ok, le logement de la maison des associations, pour votre info, le permis a été accepté et donc on rentre dans la phase appel d'offres pour les travaux avec un objectif de démarrage des travaux septembre-octobre. Le point que je veux mentionner concernant justement l'avancement des projets de logement, c'est que parce qu'on a un certain nombre de demandes, les gens doivent bien comprendre qu'il faut qu'ils fassent des dossiers en bonne et due forme de demande. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit qu'ils nous disent ça lorsqu'ils nous croisent sur la place du bourg pour que leur demande soit prise en compte. Je le redis pour ceux qui éventuellement écoutent, qui liront le compte-rendu, il est impératif de remplir des dossiers d'inscription de demande. Et si les gens postulent pour des logements sociaux ou des logements communaux, il faut qu'ils fassent 2 dossiers de demande. Parce que les demandes sont traitées par 2 commissions différentes. Voilà ce que je voulais vous dire sur les avancements des projets de logement, sur les subventions. Alors, on a reçu confirmation définitive que la subvention de 118 000 € concernant les logements de la gendarmerie était acceptée. Celle-là, c'est celle du contrat État-région. Oui. Ok. Une autre subvention de l'AIP. Je vous avais, je pense, informé qu'il y avait un CUP, un comité unique de programmation, le 26 mai, au cours duquel on avait l'intention de demander des subventions pour l'achat des logements du Port-Clos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a été confirmé qu'on avait une subvention de 110 000 € qui va donc payer quasiment l'achat initial, les 100 000 € plus les frais de notaire qu'on va payer au moment de l'achat. Ça a été confirmé par l'AIP. Et on regarde bien évidemment, parce que c'est important pour nous, on a reçu le premier versement dans le cadre du site d'exception, 20 000 € sur les 50 000 de la première année, et on a reçu aussi le début des versements pour les subventions concernant les 3 bâtiments. Donc on suit ça avec beaucoup d'attention, mais pour l'instant tout se passe comme prévu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a donc cette subvention pour le Port-Clos. Le point suivant d'information, c'est au niveau, j'ai appelé ça événementiel. Il y a un certain nombre d'événements qui vont se passer pendant l'été. Je vous les rappelle rapidement. Festival des scènes de Bréa, ça démarre cette semaine, mercredi soir, et ça se terminera dimanche soir. Grosse organisation, programmation très intéressante. Donc on espère vraiment que ça va être un succès. Juste après, ça sera suivi, donc je vous l'ai dit, par le feu d'artifice. Donc le feu d'artifice aura lieu le 13 juillet. Okay. Il n'y aura pas de balles associées au feu d'artifice. La seule chose qu'il y aura, c'est une vente de lampions au profit de l'amicale laïque, qui permet aux gens ensuite de se rendre sur le lieu du feu d'artifice, même s'il fait un peu sombre. On a reçu l'agrément de la préfecture aujourd'hui. Je le dis, mais on va le redire et on va l'écrire. Le port du masque sera obligatoire parce qu'il est considéré qu'on ne pourra pas assurer absolument le maintien des distances réglementaires.
Ça, c'est le deuxième événement. Ensuite, il y aura 2 expositions. Une exposition courant d'art qui aura lieu du 22 juillet au 1er août. Ok. Une exposition Art dans l'île qui aura lieu, alors j'ai un petit doute sur la 2e semaine d'août. Je crois que ça commence le 8 et ça se termine le 14, ça commence le 7 et ça se termine le 14. Mais 2e semaine d'août, exposition Art dans l'île. Et enfin, il y aura bien une kermesse du 15 août cette année, mais sous un format réduit. Ça, c'est la décision de l'association qui gère cet événement. J'ai reçu aujourd'hui la lettre qui va préciser ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne vont pas faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier, donc je ne peux pas donner vraiment les détails. Mais ça sera un format réduit par rapport à ce qui s'est fait les autres années. Elle aura quand même bien lieu le 15 août. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les événements. Ensuite, le point suivant concerne le moulin du Birlot. Donc, on avance sur le moulin du Birlot. On avait fait une déclaration préalable de travaux pour permettre le changement de la roue. Et pour votre info, cette déclaration préalable a été agréée par toutes les parties prenantes. Et donc, je l'ai signée fin de semaine dernière. Et en parallèle de ça, un certain nombre des membres de l'association du Moulin du Birlot sont en train de préparer les appels d'offres pour la fabrication et l'installation de la nouvelle roue. Et dès qu'ils seront prêts, ils vont nous les transmettre et ce sera la commune qui fera le processus d'appel d'offres avec l'implication, bien évidemment, des gens qui auront préparé les appels d'offres. Mais on avance comme prévu sur le Moulin du Birlot. Point suivant d'information, le balisage au Guerzido. Donc, vous avez certainement vu qu'un nouveau balisage a été mis en place au Guerzido. Ce balisage répond à une demande qui date de plusieurs années de la préfecture d'installer donc une zone de baignade réglementaire à Bréa. On avait senti au cours des premières réunions qu'on avait eues avec la DDTM que ça posait un problème sérieux. Donc on a finalisé l'appel d'offres et on a fait installer ces bouées. On nous a signalé récemment un petit problème au niveau du chenal d'accès. Parce que le chenal d'accès, à un endroit, il y a à mi-marée, de mi-marée à marée basse, il y a une roche qui affleure et qui a tendance à amener les annexes à sortir du chenal. Donc on va modifier le chenal de manière à ce que les gens ne soient pas tentés de sortir de ce chenal. Voilà ce que je voulais vous dire dans les informations du maire. Voilà, et donc on peut passer au point suivant, les questions diverses, si vous en avez. Alors, une question et une remarque, si vous me permettez. La première, c'est quand on a voté tout à l'heure la convention de PAT, Fertile est partenaire et membre du comité de pilotage, mais je pense que tout le monde a pris part au vote. Alors, je ne sais pas si... Non, vous avez raison. Il y a peut-être une non, on va corriger ça. Correction à faire. Non, mais Fertile n'est pas membre du comité de pilotage. C'est ce qui est écrit dans le document. Ah non, non. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Ah ouais. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais... C'est pas le cas, non. Donc c'est une erreur dans le document. Non, je sais pas. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. Hein. Il y a un comité de pilotage. A priori, le comité de pilotage va inclure les financeurs, il va inclure une ou deux personnes de la commune et il va inclure une ou deux personnes externes. Et après, il y a une équipe projet où là, dans l'équipe projet, on va associer les commissions environnement, on va associer un certain nombre d'associations, etc. Donc, je ne sais pas si
si la confusion vient du fait que, à côté d'un comité de pilotage, il y a un projet. Il ne parle pas d'équipe projet, là. Il parle vraiment de gouvernance du projet, s'articulera autour de la mise en place d'un comité de pilotage, et puis voilà, ça décrit. Et la Fertile n'est pas citée. Fertile est cité. Alors, j'essaie de retrouver. Enfin bon, vous voyez ça si. Ouais, ok. Correct. Je vous propose, si Fertile est cité, on changera le vote et on proposera que Marion ne prenne pas le vote en tant que. Oui. Ok. Et alors, mon deuxième point, c'est. Je ne sais pas si je peux parler pour les trois élus qui étaient présents pendant la permanence au vote d'il y a 15 jours. Mais avec François-Yves Le Thomas, Aymeric Lamy et moi-même, on a quand même assisté à un moment humainement difficile quand la voiture de la mairie a amené 3 rotations de pensionnaires de l'EHPAD pour le bureau, pour tenir le bureau dans cette situation-là. C'était des personnes qui étaient pour beaucoup très stressées, confuses. Je crois qu'avec François-Yves, il y en a une personne qu'on a retrouvée très désorientée et franchement dans l'incapacité de faire ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire de choisir un bulletin, mettre dans l'enveloppe et lui rendre. Alors, ça pose un vrai problème parce que on est là pour s'assurer de la régularité du vote. Et là, sincèrement, il y a eu bien une douzaine, pour pas dire 15 cas, qui étaient juste pas conformes, quoi, qui étaient avec des personnes qui n'étaient pas capables qui n'avaient pas leur faculté ou suffisamment de discernement pour faire un choix et d'exercer leur droit. Je le dis tout simplement parce qu'on a été tous les trois un peu confrontés à cette situation avec les autres personnes du vote. Je parle juste des trois parce qu'on est là ce soir. On était évidemment plus nombreux. Il y avait 2 autres personnes avec nous. Mais voilà, je voulais juste vous partager ça et je me demande s'il n'y a pas... Enfin voilà, jusqu'où est-ce qu'on a l'obligation d'amener ces personnes qui encore une fois, et puis il y avait une dame, c'était terrible, qui était très stressée et qui pouvait pas, et qui avait beaucoup de mal à accomplir la formalité de signature. Et je crois qu'on est certains à avoir dans nos entourages des personnes âgées qui peuvent manifester ce genre de comportement. Donc voilà, on en avait parlé ce soir-là et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Quand même, la voiture de la mairie a fait 3 rotations. Ça a été difficile, quoi. Je suis complètement d'accord avec ça. La seule différence, c'est que la deuxième fois, je crois, au deuxième vote. Je peux prendre la parole si vous voulez. Tu t'en étais occupé et ça s'est nettement mieux passé, quoi, quand même. Ouais, enfin, j'ai pas de voix aujourd'hui, mais je vais essayer de prendre la parole quand même. Ces personnes-là, c'est vrai qu'elles peuvent paraître angoissées, stressées, elles peuvent gêner. Parce que c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont dans l'EHPAD et quand elles sortent, c'est vrai que ça fait... Les gens, ils sont sensibles, je comprends que c'est une sensibilité, que c'est difficile de voir des personnes comme ça. Par contre, on ne force personne. Il y a des gens qui ont dit non, je veux pas aller voter, et les autres ont dit oui, je veux aller voter. Nous, la loi, on n'y est pour rien. Elle a changé il y a quelques années et elle autorise les gens qui sont même sous tutelle. Donc, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec vous. C'est des gens qui peut-être n'ont pas un jugement éclairé. Par contre, on n'y peut absolument rien. Nous, les enveloppes arrivent, on leur donne, on leur demande s'ils veulent voter et ils nous disent oui. Mais si je peux me permettre, quand on tient le bureau, je comprends. Quand on a une personne qui n'est pas capable de faire le choix et à qui on met un bulletin qui n'est pas de son choix dans une enveloppe, c'est pas possible pour le bureau. Ça m'étonnerait quand même. On en a été témoins tous les 3. Oui, mais vous avez pas mis votre choix à vous dans l'enveloppe. On leur demandait qu'est-ce qu'ils voulaient voter. Est-ce qu'ils voulaient voter droite, centre? Je trouve que c'est pas... on leur demande justement qu'est-ce qu'ils veulent voter. C'est justement là quelle est la liberté, c'est qu'on leur demande. Bien sûr. Le dimanche suivant, j'ai passé le samedi avec eux, chambre par chambre, en lisant, en leur demandant ce qu'ils votaient. Très souvent, ils nous ont dit, je vais vous dire, ils nous ont dit franchement, j'ai toujours voté à droite. C'est simple, ils nous ont toujours dit ça, et voilà, et on peut pas, c'est compliqué, on peut pas leur dire non, vous n'irez pas voter. Même si la personne, elle a pas toute sa tête, même si elle est stressée.
effectivement, dès qu'ils quittent l'EHPAD et qu'ils arrivent dans un lieu différent, ils sont stressés. Mais peu importe que ce soit pour aller au 8 à 8 ou ailleurs, ils sont stressés. Parce qu'on fait... Mais je comprends ce que vous dites, et c'est vrai que peut-être parfois, leur jugement n'est pas éclairé. Mais on peut pas ne pas leur dire. On peut pas faire comme si ce dimanche-là, il n'y avait pas eu de vote. Les tutrices nous disent, même s'ils sont sous tutelle, la loi a changé, ils ont le droit d'aller voter. On leur demande, certains ont dit non. Il y en a qui ont dit non, je vote plus, ou ceux qui répondaient pas, parce qu'on n'emmène pas les gens qui parlent pas. On pourrait envoyer des gens qui parlent pas. On pourrait en envoyer plus, hein. On envoie ceux qui nous disent, oui, j'ai envie d'aller voter. Et certes, et je suis d'accord avec vous, qu'ils sont paniqués, que ça paraît pas logique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La loi, elle a changé. Moi, une personne qui me dit, oui, je veux aller voter, ben, je l'emmène. Et je sais qu'elle va être perturbée, je le sais. Mais je peux pas faire comme si elle m'a dit, je veux pas aller voter, puis je peux pas non plus ne pas lui donner l'enveloppe. Oui, mais en même temps, la loi donne des obligations aux teneurs du Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on vérifie. Et c'est ça, c'est ce conflit-là qui Mais je suis d'accord avec vous. est difficile à gérer parce qu'on a tout, croyez-moi, on était tous, on était quand même de bonne volonté. Enfin, je veux dire, on était là, on a tous. Myriam Négaret était là, et heureusement d'ailleurs, elle nous a très bien aidé là-dessus. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est difficile, je comprends. Il y a certains, j'aurais même envie de lui dire non, ne viens pas voter. Mais voilà, voilà. Non, mais j'ai pris une note à vérifier si. Parce que après tout, ce sont les élus autour, et puis vous, comme qui présidez ce bureau, on a une responsabilité d'assurer la régularité du vote. Et je suis d'accord que c'est. Voilà, on était très mal à l'aise par rapport à tout ça. Mais je suis d'accord que certains, leur jugement n'est pas éclairé. Je suis tout à fait d'accord. Et nous, d'un autre côté, en tant que professionnels, on nous dit, s'ils ont envie d'aller voter, ils y vont. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je suis d'accord, je vous comprends. Jusqu'où le droit de faire quelque chose quand on n'a pas le discernement pour répondre oui ou non, jusqu'où ça confère un... J'ai pris une note, on va vérifier si le président et ou les assesseurs ont capacité dans le bureau à dire on ne peut pas accepter le vote de cette personne. Je comprends. C'est gênant. Et pour nous. J'espère que c'est. Et encore une fois, c'est aussi humainement. Je ne vois pas dire à Yves. C'est gênant pour tout le monde. Je ne me vois pas lui dire à Yves. Il sait, il entend les autres dire on va voter dimanche. Et puis moi, je ne me vois pas lui dire à Yves, ben non, viens pas. Ok, voilà. Il y a aussi je crois que voilà, c'était. Mon frère, il a toujours voté. Il n'y a pas de raison qu'il. Il a toujours voté. Les femmes ne se rendent pas compte, personne ne se rend compte. Et on nous incite, il faut qu'ils aillent voter, et voilà, on peut pas... On va regarder. Et je vous comprends tout à fait, et pour nous aussi, c'est compliqué. Non, mais vous y êtes plus au contact que nous, évidemment, mais voilà, c'est... Ils sortent de l'EHPAD, ils sont perdus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, désolé Gabi, je vais te refaire parler. Vas-y. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport au ramassage des chats que tu as parlé l'autre jour. Ouais. Les gens en fait n'ont pas trop compris comment ça allait se passer. Et j'ai un deuxième truc là-dessus, c'est pas par rapport aux chats, c'est par rapport aux chiens. Je pense que malheureusement il y a eu un petit accident avec des moutons. Il y en a eu d'autres avec des chats aussi qui sont attaqués par les chiens, les poules fréquemment aussi. Est-ce que quelque chose est prévu pour ça, ou comme la constellation de crottes de chiens qu'il y a de moins en moins pour autant en ce moment, mais dans la Côte du Bourg, les trucs comme ça? Est-ce qu'il y a une obligation? Je sais que les chiens sont en liberté depuis toujours sur Bréa. Non, l'obligation, c'est à Eric de ramasser le chien et d'appeler le propriétaire. C'est la loi. Ça, je veux bien redire à Eric ce qu'il doit faire, mais il le sait. Non, il y a ça, et puis d'autre part, pour pouvoir faire des actions plus importantes éventuellement, il faudrait qu'il y ait un dépôt de plainte ou, à minima, un dépôt de main courante. Et on se heurte actuellement. En fait, et on l'a demandé spécifiquement, parce qu'on pourrait, si on avait à minima une main courante, et de préférence une plainte, on pourrait commencer à faire quelque chose. Mais là, personne ne veut engager ce genre de procédure. Et ça rend les choses difficiles, notamment vis-à-vis d'une action des gendarmes. Donc il y a Eric qui peut essayer de rattraper un chien éventuellement. Mais je pense qu'il y a des chiens dont on sait éventuellement à qui ils sont. Personne, il y a une sorte d'omerta sur le sujet et personne ne veut avancer là-dessus.
Donc moi je Ouais, je comprends l'autre. ouais, non, mais t'as raison, mais ça peut côté. pas être la délation, à mon avis. C'est Eric qui doit faire le job, et puis s'il peut le faire, parce qu'il a pas, il faut qu'on lui donne les moyens matériels qui n'existent pas sur Bréa. Je pensais que ça existait, mais sur Bréa, il n'y a pas les moyens matériels, donc il faut qu'on investisse là-dedans, dans une cage, et puis dans un système pour qu'il puisse attraper le chien, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Et puis, voilà, et pour les chats, ça avance, donc c'est toujours un programme de l'AIP, d'aller d'île en île. Il faut savoir qu'ils ont fait un petit peu ça à Ouessant, mais il faut savoir qu'ils ont stérilisé les chats qu'ils ont attrapés, ils les ont relâchés sur l'île. Ah, mais c'est obligatoire normalement. Voilà. Donc, On n'a plus le droit de les détruire. J'en avais discuté avec Eric. à détruire. Pas les tuer, quoi. Les euthanasier. Ouais, non mais bah, le Et c'est programme le c'est résultat ça. même. Hein, faut pas... Sauf les chats Maintenant, il n'a malades. plus le droit. Les chats malades partiront. Les chats malades resteront pas sur l'île pour pas continuer à contaminer les autres chats. Le but, bah, c'est de faire venir quelqu'un, de les attraper, les stériliser. Il y aura une fourrière, je sais pas, j'avais peut-être du mal à m'expliquer, mais il y aura une fourrière qui va rester à peu près une semaine. Chacun pourra venir voir si c'est son chat ou si c'est pas son chat. Après, je redis aux gens qu'il faut pas nourrir les chats, parce qu'on nourrit les chats, puis après on se plaint qu'il y a des chats. Qu'il faut pas, qu'il faut stériliser son chat. C'est facile d'avoir une chatte ou deux chattes, et puis chaque mois, et de dire j'ai des chats à donner. Malheureusement, on voit ça sur les réseaux tous les jours. À un moment ou à un autre, il faut réfléchir, quoi. Donc, le programme de stérilisation des chats sur les îles est en cours. Ils attendent des subventions parce que c'est un programme qui va être lourd. Il faudra un vétérinaire, il faudra une fourrière mobile. Enfin, c'est un programme qui va être lourd, mais qui se prépare. Ouais. Non, l'inquiétude, c'était vraiment la mise en fourrière. Les gens pensaient qu'ils... Ouais, les gens ont dit que j'allais Oui, c'est prendre ça. tous les chats, les emmener, même les tuer. Bon, rassurez-vous, Ouais. j'ai 2 chats qui sont bien stérilisés, qui sont en bonne santé. J'aime les chats. Je vous promets, rassurez-vous. Ok, autre question? Non, c'est pas tout. Non, merci. La séance est close à 17 à 18 heures. 19 h. Pardon. Je reviendrai.